Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois on va discuter l'aspect histologique d'une entité ou d'une pathologie granulomateuse. C'est ce qu'on appelle le nodule rhumatoïde. Le nodule rhumatoïde, en fait, ça présente une des multiples manifestations d'une plus grande entité qu'on appelle la polyarthrite rhumatoïde. Et donc on va se concentrer cette fois dans cette vidéo surtout sur l'aspect histologique du nodule rhumatoïde. Donc comme j'ai dit, c'était une anomalie, une lésion qui est granulomateuse dans sa nature. Et pour la localisation, on va la trouver surtout au niveau sous-cutané, quoique on peut avoir également une atteinte viscérale. Alors quand ça touche le tissu sous-cutané, donc ça donne généralement un espèce de nodule qui est visible sous forme d'une masse, donc sous forme d'un nodule, qui est généralement indolore, quoique parfois ça peut donner des symptômes cliniques, ça peut donner une douleur. Et on va voir donc l'aspect histologique chez des malades chez qui on a fait un prélèvement de ce nodule et on a bien sûr suivi les mêmes étapes, ça veut dire le prélèvement est passé par l'étape de la technique, on a fait la coloration et on commencera tout d'abord par une première lame qui est celle-là. Alors cette lame ici qu'on voit, donc ça présente un tissu sous-cutané. Donc ce qu'on voit ici, c'est un tissu collagénique qui est coloré en rose parce que ici on a utilisé la coloration HE. Et déjà au faible grossissement, on voit la lésion directement. Donc la lésion elle est là, donc il paraît beaucoup plus éosinophile que le collagène tout autour. Donc on voit ici deux lésions par exemple, une qui est là et l'autre qui est là, et puis une qui est là et l'autre qui est là. Et on voit déjà que à côté de ce caractère éosinophile qu'on trouve au centre, on a aussi une bonne limitation, une irrégularité de la forme de cette lésion, et puis on voit une bande tout autour qui est caractérisée par une teinte un peu violet, un peu grisâtre. Alors je vous dis d'emblée que la teinte grisâtre, elle est due au cytoplasme des cellules qu'on va trouver ici, et puis la teinte un peu violette, elle est due à la présence de cellules, en fait de noyaux, parce que c'est les noyaux qui sont colorés par l'hématoxyline. Et donc c'est ça, c'est la présence de ces noyaux qui sont, comme on va le voir tout de suite, qui ont une certaine disposition particulière pour donner cet aspect violet qui paraît au faible grossissement. Donc je passe maintenant à un plus fort grossissement et on peut voir maintenant que le centre, c'est en fait un centre qui est nécrotique. Et cette nécrose, c'est une nécrose fibrinoïde. Alors la nécrose fibrinoïde, elle est généralement secondaire à la dénaturation, à une agression des fibres de collagène. Donc ça donne cette fibrose qui peut parfois montrer des aspects qui rappellent la disposition des anciennes fibres de collagène. Et puis on a cette caractéristique importante, c'est l'importance et l'intensité de l'éosinophilie au niveau de ces zones. On peut voir de temps en temps des débris nucléaires, c'est en fait des débris nucléaires de polynucléaires neutrophiles qu'on trouve mélangés et mêlés à cette nécrose. Et puis tout autour, on a cette zone qui paraissait au faible grossissement grisâtre et violacée. C'est quoi en fait? Tout ça, c'est des cellules histiocytaires. Et c'est des cellules histiocytaires qui sont disposées de façon palissadique, un peu épithéloïde. Ça veut dire qu'elles sont disposées l'une à côté de l'autre, comme on le voit ici. Et voilà, donc on voit les critères, ou bien les caractères des noyaux. Donc c'est des noyaux qui sont perpendiculaires par rapport à l'interface entre le tissu plus ou moins normal et le foyer où on trouve la nécrose fibrinoïde. Donc avec le cytoplasme qui est parfois, comme on le voit ici, un peu grisâtre, un peu clair. Voilà, donc c'est en fait les principales caractéristiques de cette lésion qui est le nodule rhumatoïde. Donc toujours au centre on a la nécrose fibrinoïde, et puis tout autour on a cette palissade, comme on le voit ici, là aussi, donc des histiocytes qui sont organisés de façon palissadique, l'une à côté de l'autre, qui sont là un peu pour limiter ou bien cantonner cette nécrose qu'on trouve au niveau du centre. Donc là aussi c'est la même chose, donc ça va partager les mêmes caractéristiques. Donc on a la nécrose avec parfois la présence de débris nucléaires qu'on est en train d'observer ici, c'est des débris de noyaux de polynucléaires neutrophiles, et puis tout autour on a cette belle palissade des cellules histiocytaires l'une à côté de l'autre. Donc je passe maintenant à un autre exemple, donc toujours dans le cadre du nodule rhumatoïde et toujours de localisation sous-cutanée. Je vous montre cet exemple, c'est une biopsie, c'est une exérèse plutôt de ce nodule qui est sous-cutané et qui a remporté quelques éléments de l'épiderme, comme on le voit ici sur ces fragments, c'est en fait des fragments de kératine. Et puis la lésion elle est là. Ici la coloration elle est un peu foncée, elle est un peu violette en général, mais on peut distinguer des zones qui sont éosinophiles foncées, comme ce qu'on a ici, comme ce qu'on a ici. Donc là ça rappelle un peu l'aspect de la lésion qu'on vient de voir, mais là on peut voir aussi, comme
pour cette lésion un aspect qui est un peu serpigineux, donc qui est très contourné. Voilà. Donc si on va descendre à un plus fort grossissement, on va trouver les mêmes caractéristiques. Toujours la nécrose fibrinoïde très éosinophile au centre, et puis tout autour on a la palissade. Parfois la palissade elle n'est pas très marquée, comme pour l'exemple de la première lame, et malgré ceci, donc c'est toujours des cellules histiocytaires qui sont arrangées l'une à côté de l'autre. Et là on voit beaucoup plus le caractère grisâtre, un peu bleuté du cytoplasme, et les noyaux qui rappellent les noyaux de cellules histiocytaires de type épithéloïde, un peu comme ce qu'on a vu pour les deux granulomes d'anciennes vidéos en fait qu'on a vu déjà, qui sont déjà disponibles sur la chaîne, et dans laquelle on avait discuté le granulome de la sarcoïdose et la tuberculose. Et là, ça rappelle un peu le même aspect contourné avec le nucléole qui est fin au centre et puis la chromatine qui est fine, qui est un peu claire. Voilà, donc ça c'est un autre exemple. Donc on voit qu'un seul nodule, ça renferme plusieurs foyers de granulome. Donc là aussi un autre, là aussi, et puis le granulome avec cet aspect serpigineux. Donc toujours même localisation, tissu sous-cutané. Alors là, on va changer de siège, comme on a dit, quoique c'est rare, mais le nodule rhumatoïde, on peut le trouver au niveau des viscères. Alors parmi ces viscères, on a l'atteinte pulmonaire et plus ou moins pleurale. Alors ça, c'est une pièce de résection d'un nodule pulmonaire. Donc on voit à gauche de ce premier fragment un parenchyme pulmonaire. Donc il y a des zones qui rappellent un peu l'aspect normal, avec le volume tissulaire qui est essentiellement occupé par ces cavités qui sont remplies d'air, et puis le parenchyme au niveau de sa région est limité à ces fines septa interalvéolaires, parce que là on est en fait au niveau des alvéoles. Ça c'est la normale. Donc on peut voir aussi qu'il y a des zones qui sont un peu plus épaissies, donc à cause des dépôts de fibrose et de cellules inflammatoires. Donc ça donne cet aspect au grossissement. Quand on compare l'aspect fin ici à cet aspect qui est beaucoup plus épais, c'est à cause de l'inflammation, parce que en fait le nodule rhumatoïde, il est là chez ce malade, dans son poumon, parce que c'est un malade qui est suivi déjà pour polyarthrite rhumatoïde, et polyarthrite rhumatoïde, comme on le sait déjà, c'est surtout une manifestation qui est d'abord systémique, mais avec une prédominance des lésions au niveau des articulations. Mais ça reste une atteinte qui est systémique avec, parmi ces systèmes, ces appareils qui sont touchés, on a le poumon. Et donc là, ce foyer, ce nodule qui est présent à droite, donc ça présente un nodule rhumatoïde. Donc comme on le voit déjà au faible grossissement, on a toujours cette nécrose qui est foncée, donc à ce niveau, et puis tout autour on a cette zone qui est un peu grisâtre, qui représente les zones où les histiocytes palissadiques sont installés, et puis tout autour on a ici une nouvelle couche qui s'ajoute, qu'on pourra observer d'ailleurs même au niveau sous-cutané, c'est la coiffe lymphoplasmocytaire. Alors pas comme dans les cas de la sarcoïdose et la tuberculose où on avait vu qu'il y avait essentiellement des lymphocytes en périphérie, mais dans les cas de nodules rhumatoïdes, la coiffe, elle comporte à la fois des lymphocytes et des plasmocytes, avec parfois même une prédominance d'éléments plasmocytaires. Donc on a ici la nécrose, puis quand j'agrandis un peu, je vais trouver, c'est vrai que la palissade n'est pas frappante comme dans le premier cas, mais il y a quand même une certaine disposition particulière des cellules histiocytaires, avec leur cytoplasme grisâtre, un peu clair, et les noyaux avec les mêmes caractéristiques qu'on a citées avant. Donc on voit bien que la nécrose, elle comporte des débris de noyaux, c'est des noyaux de polynucléaires neutrophiles qui ont été fragmentés au cours de cette agression des fibres de collagène, et on voit aussi des dépôts qui sont pigmentés, des pigments qui sont bruns en fait, ça correspond à de l'hémocidrine, et ça c'est un témoin en fait d'une hémorragie qui est ancienne. Donc là, en dehors, donc on a, comme j'ai dit, donc la coiffe, donc cette couche externe qui est faite d'un infiltrat, donc qui comporte à la fois des lymphocytes ainsi que des plasmocytes. Donc les cellules ici, donc dont on voit uniquement ou presque que le noyau, donc avec une toute petite quantité qui est même visible de cytoplasme, c'est des lymphocytes, et on a des cellules comme ça avec un noyau qui est excentré, avec le cytoplasme qui est abondant. Et c'est en fait des plasmocytes comme celui-là aussi, comme celui-là, avec une zone un peu claire, juste à proximité du noyau qui correspond à l'emplacement de l'appareil de Golgi. Et puis on voit aussi des macrophages, des histiocytes en fait, qui ont phagocyté certains pigments. Donc je vais essayer de localiser un exemple que j'ai trouvé tout à l'heure, que j'aimerais vous montrer. Alors là, peut-être... celui-là, on va choisir celui-là.
Alors on voit bien que c'est un cytoplasme qui contient des pigments. Mais là, si vous remarquez bien, on va trouver la présence de deux pigments. Il y a des pigments qui sont bruns, qui correspondent à de l'hémosiderine, mais il y a aussi des pigments qui sont un peu noirs. Alors qu'on pourrait observer par exemple là par exemple, donc il y a deux types de pigments en fait, des pigments qui sont bruns et d'autres qui sont noirs. Alors les pigments noirs, ça représente des dépôts d'anthracose, et les pigments bruns, ça représente des pigments de l'hémosiderine. Et l'anthracose, comme pour tout pigment qui est totalement noir sur le plan microscopique, ça doit être des pigments qui sont d'origine exogène, un élément qu'on avait déjà discuté sur la vidéo de l'histologie normale du ganglion. Je vous invite à la regarder si ce n'est pas encore fait. Donc ça, c'était un exemple de nodule rhumatoïde au niveau pulmonaire. Donc ça, c'est un deuxième exemple, toujours de localisation pulmonaire. Quoique dans cet exemple, on voit peu de modifications au niveau du parenchyme pulmonaire adjacent. Et on voit ici le nodule avec la nécrose au centre. Et puis, de façon très mal visible, la palissade, qui n'est pas très évidente comme pour les exemples qu'on vient de voir. Je vous montre maintenant un dernier cas. C'est cette fois au niveau cutané. Alors comme on a dit, normalement, ça atteint le tissu sous-cutané, et puis rarement ça pourrait atteindre la partie profonde du derme réticulaire, et les atteintes cutanées pures, ça veut dire essentiellement dermiques, elles sont très très rares. Alors ça, c'est un exemple d'un nodule rhumatoïde qui est débutant. Ça a été observé en fait chez un malade qui était longtemps suivi pour polyarthrite rhumatoïde et qui présente d'un seul coup une lésion cutanée. Donc on s'est demandé c'est quoi, on a réalisé la biopsie et c'est le cas que je vous présente maintenant. Comme on voit, donc c'est un tissu cutané avec l'épiderme qui est en haut et puis on a le derme avec ses deux parties, sa partie superficielle ou le derme papillaire, et puis on a ici le derme réticulaire, donc avec ici sa partie profonde et sa partie superficielle. Donc c'est une peau acrale vu qu'on a un épiderme ou bien voilà, donc un revêtement qui est de type épais avec une couche cornéenne qui est épaisse. Et là au niveau du derme, on note que c'est occupé, c'est chargé par des éléments inflammatoires. Tout ce qu'on voit, c'est en fait des éléments histiocytaires. Alors toutes les cellules qu'on voit avec le cytoplasme qui est abondant avec cette teinte un peu grisâtre tout autour, c'est des histiocytes. Tous les noyaux qu'on voit, c'est des noyaux de cellules histiocytaires. Donc ça forme des nodules, comme ce qu'on voit ici, donc des nodules histiocytaires mêlés à quelques rares lymphocytes aussi. Et quels sont les signes qui vont nous orienter dans ce cas vers un nodule rhumatoïde? C'est surtout la présence de zones qui sont foncées, comme par exemple celle. Et ça représente un début de dégénérescence de collagène et un début de transformation et de formation de cette fameuse nécrose qui est la nécrose fibrinoïde. On voit d'ailleurs un aspect un peu qui rappelle l'aspect de ce fameux granulome du nodule rhumatoïde qui est celui-là. On voit qu'il y a une certaine disposition des cellules histiocytaires comme ça autour d'un foyer où on a des fibres de collagène, et puis on peut même observer des régions où ça commence à devenir un peu plus foncé, ça veut dire un début de formation de la nécrose fibrinoïde. Alors dans ce cas, on n'avait pas que ça, mais on avait un élément qui peut être associé, qui peut être observé en association au nodule rhumatoïde, qui est en fait la vascularite. Ce qu'on voit ici, c'est des vaisseaux, donc des vaisseaux de petite taille qu'on trouve normalement au niveau du derme papillaire, et on voit que ces vaisseaux-là, ce qu'on voit ici, donc des vaisseaux qui sont tapissés par un endothélium, en fait des cellules qui sont pavimenteuses, elles commencent à être attaquées par des cellules inflammatoires qui sont des polynucléaires neutrophiles. Donc ce qu'on voit ici, par exemple avec un noyau qui est divisé en plusieurs lobes, là aussi, donc on voit un lobe de ces cellules, de ces polynucléaires neutrophiles qui viennent attaquer ces cellules endothéliales. Alors en plus de ça, on va observer, voilà, cet aspect, ça veut dire ça. C'est un peu difficile, c'est vrai, mais on peut imaginer la forme d'un ancien vaisseau qui était là, donc avec quelques cellules résiduelles, des cellules endothéliales de notre paroi vasculaire, et puis au centre on a, c'est vrai qu'on a déjà une extravasation de globules rouges, comme ce qu'on voit ici, mais au centre on a un matériel éosinophile qui est en fait de la fibrine, et ça représente en fait un thrombus au niveau des vaisseaux. Alors si on a des vaisseaux qui sont agressés, là aussi on voit la même chose, donc il y a un vaisseau avec des globules rouges, donc des cellules endothéliales, et à côté un autre vaisseau qui se fait agresser par des cellules qui contiennent plusieurs lobes, c'est des polynucléaires neutrophiles. Donc vaisseau, agression par des polynucléaires neutrophiles, on voit même la présence de quelques débris de polynucléaires neutrophiles, comme là aussi un petit fragment de noyau de polynucléaires neutrophiles,
Et en plus de ça, on a des thrombies au niveau de la lumière. Ça, on l'appelle une vascularite leucocytoclasique qui peut être observée en association, dans ce cas, avec un nodule rhumatoïde qui est en forme débutante. Donc on a terminé avec les lames virtuelles, j'aimerais continuer maintenant avec une petite présentation. Donc on a dit que 25% des cas de PR, de polyarthrite rhumatoïde, sont associés à ce nodule rhumatoïde. Alors on le trouve surtout en sous-cutané, au niveau des surfaces d'extension, avant-bras, le coude ou au niveau du tibia, c'est-à-dire en regard plutôt du tibia, mais on peut l'observer aussi au niveau des viscères, notamment le cœur, le poumon, comme on l'a vu d'ailleurs sur le deuxième cas, et aussi tube digestif et articulation. Cliniquement, quand c'est sous-cutané, ça va donner une masse large en dôme, qui est ferme à la palpation, indolore et généralement asymptomatique, mais parfois ça peut donner des douleurs. Sur le plan microscopique, la localisation hypodermique c'est la plus fréquente, mais parfois on peut avoir une extension vers la partie profonde du derme. L'aspect il est assez caractéristique avec la présence d'une nécrose centrale de nature fibrinoïde, avec une palissade tout en périphérie qui est faite d'histiocytes. Parfois il est possible d'observer des cellules géantes et en périphérie on peut avoir également une coiffe lymphoplasmocytaire. Il faut savoir que les cellules géantes elles doivent être rares. On peut avoir une association à une vascularite leucocytoclasique comme on l'a vu déjà sur le dernier cas, et puis on ne doit pas avoir de corps astéroïde dans le cytoplasme des cellules géantes. Donc on arrive comme ça à la fin de la vidéo, j'espère que ça a été utile. Comme on l'a dit, le nodule rhumatoïde, ça reste une manifestation parmi multiples manifestations de la PR, de la polyarthrite rhumatoïde. Et d'ailleurs on avait une vidéo sur laquelle je vous ai présenté les différentes manifestations qu'on pourra observer au niveau de la membrane synoviale. Elle est déjà disponible sur la chaîne, donc je vous invite à la regarder si ce n'est pas encore fait. On se dit à très bientôt, merci beaucoup.